Donc, bienvenue à cette 7e Visio Flash. On est aujourd'hui réunis pour écouter le témoignage de Philippe Salin, qui est adjoint à l'urbanisme sur la commune de Guichen, sur le thème de l'accompagnement des acquéreurs de l'eau libre dans le lotissement du domaine Saint-Marc pour les aider à construire des logements plus écologiques et plus économiques aussi, au travers d'un système de grille à points sur les lots libres. Philippe est accompagné de Lucie Augereau, qui est directrice de l'urbanisme sur la ville de Guichen, et de Kevin Vallée, qui est en charge de la commercialisation des lots sur le lotissement du domaine Saint-Marc. Du coup, je vais laisser tout de suite la parole à Philippe et ses services pour nous présenter leur démarche, et puis on aura ensuite un petit temps d'échange suite à cette présentation. Bienvenue Philippe. Bien, merci. Bonjour à tous. Je me présente Philippe Salin. Je suis premier adjoint chargé de l'urbanisme et de l'agriculture sur la commune de Guichen. Je joue sur une petite présentation de la commune. Guichen, c'est une commune qui se situe dans la deuxième couronne rennaise, donc au sud de Rennes. C'est une commune qui fait maintenant 9200 habitants, avec une forte croissance depuis une vingtaine d'années. On a une petite particularité sur notre commune, qui est bordée par la Vilaine sur son côté est. En fait, on a deux bourgs. Le gros bourg de Guichen, qui est le poumon économique et démographique de la commune, et un petit bourg au nord, juste au sud de Rennes, qui s'appelle Pont-Rayan, qui est plutôt notre poumon, je dirais, touristique. Voilà, deux bourses qui fait une complexité au niveau de la gestion de cette commune parce que nous avons des équipements un petit peu en double. Voilà. La commune de Guichen, donc depuis 20 ans, effectivement, a une grosse pression, je dirais, démographique parce que, comme Rennes est une ville très attractive en Bretagne, et que la commune la ville de Rennes ne peut pas loger tout le monde, nous recevons énormément de demandes d'accueil de population. Et on en est très fiers, mais c'est pas si simple. On a de la chance à Guichen aussi, juste pour terminer le contexte, d'avoir un tissu associatif énorme de plus d'une centaine d'associations, avec de nombreuses écoles et bientôt une piscine intercommunale qui fait que la commune est extrêmement attractive. Lorsque, depuis à peu près une dizaine d'années, une vingtaine d'années, cette pression s'est faite connaître, nous avons commencé à faire des lotissements et de plus en plus. Et juste avant le dernier mandat, en 2019, nous avons décidé de faire un lotissement au sud-est de la commune, sur environ 5 hectares, sur un coteau, donc avec deux pentes différentes, pour un lotissement à peu près d'une cinquantaine de lots libres sur environ 50 hectares, avec en plus des collectifs. Sachant que sur notre commune, on est à 25% de logements sociaux minimum. Ce lotissement, fin du dernier mandat. Et en 2020, alors avec la nouvelle équipe, nous avons décidé de donner une direction particulière à ce lotissement avec, je dirais, l'ambition de faire un lotissement avec de hautes valeurs environnementales au niveau des prescriptions et au niveau de la réalisation. Juste au niveau de la réalisation je dirais, du lotissement, donc c'est un lotissement en fait qui traite je dirais comme les eaux pluviales directement sur la parcelle et via des chaussées réservoirs. On a essayé de faire le moins trop d'eau possible. Et vous voyez, comme le montre le diapo, on a maintenu une trame verte qui fait la différence entre les deux pentes. Et on a souhaité que les voitures soient le moins possible présentes dans le lotissement, et notamment aussi les points d'apport. On a fait des points d'apport volontaires à l'extérieur du lotissement pour que je dirais, les bennes à ordures ne rentrent pas dedans, qu'on ait un lotissement apaisé. Donc ça, c'est un petit Sur, peu la... ouais, sur la gestion des eaux pluviales, en effet, vous avez conçu des aménagements avec une gestion intégrée Voilà. et du coup un renvoi dans le réseau seulement en cas de crue décennale, hein, c'est ça? Avec un système de chaussée réservoir qui renvoie sur des noues? Voilà. Hmm. C'est vraiment, il y a c'est vraiment en cas de crue exceptionnelle, mais autrement, tout est géré au niveau du lotissement. Donc ça, c'était vraiment un de nos souhaits. Et puis,
comme on a une équipe qui est résolument tournée vers l'environnement, on s'est dit aussi, pourquoi ne pas agir sur aussi les habitations qui allaient être construites sur ce lotissement. Et donc, au-delà de la construction, au-delà de l'aménagement de ce lotissement, on a décidé de mettre des prescriptions assez importantes au-delà de la RE 2020, donc réglementation environnementale 2020, avec la mise en place d'un permis à points pour l'obtention des lots. On a beaucoup décidé, on a beaucoup réfléchi entre nous, parce que mettre un système de permis à points, c'était pas si simple de mettre des critères, je dirais, enfin, empiriques pour sélectionner les gens. On a décidé qu'est-ce qu'on voulait comme souhait. Donc, on a dit qu'on voulait éviter au-delà d'aller jusqu'à la RE 2020, d'atteindre le minimum au niveau des prescriptions énergétiques, on voulait favoriser je dirais, la mise en place des matériaux biosourcés et en même temps les maisons soient moins consommatrices d'énergie, donc aller vers des maisons avec un degré de passivité important. Ça, c'était notre souhait. En même temps, ce qu'on voulait, on ne souhaitait pas que le lotissement soit élitiste. Je m'entends. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit une maison où il n'y ait que des gens avec certains revenus qui puissent le faire, puissent construire, parce qu'effectivement, on a quand même des coûts qui ne sont pas les mêmes. En tout cas, c'était la connaissance dont on avait. Donc, on a décidé de faire un permis à points en laissant la possibilité de prendre deux orientations, soit d'aller vers des maisons passives, soit d'aller vers des maisons biosourcées. Ça, c'était pour avoir un certain nombre de points. Et on a mis aussi des petits points supplémentaires, parce qu'on devait avoir, si mes souvenirs sont bons, 8 points. Et ces petits points supplémentaires, c'était de la récupération d'eau, c'était des petits passages pour la faune, comme dans les clôtures, comme les hérissons. Voilà. Donc, en fait, ce permis à points a été longtemps discuté avec les élus. Et on est tombé sur le document qui vous est présenté avec je dirais un détail des points qui nous a paru juste et qui a été mis dans les cahiers de prescription du lotissement. Peut-être juste pour préciser, en effet, préalablement au dépôt du permis de construire, chaque acquéreur doit présenter à l'agence d'architectes qui vous accompagne et au bureau d'études thermiques qui lui est associé, la façon dont il satisfait 8 points parmi la grille qui est présentée. Oui, Et du coup, chaque acquéreur est obligé soit d'intégrer des matériaux biosourcés à hauteur de 50 kilos par mètre carré de surface de plancher, c'est ça? Soit d'être oui, sur une maison passive. Ça donne 5 points. voilà. Ensuite, on a 2 points qui sont attribués un peu en retournant, c'est-à-dire pour les personnes qui sont parties sur du passif, ils doivent intégrer des matériaux biosourcés, mais dans une proportion inférieure. Ou à l'inverse, ceux qui, en première option, ont choisi les biosourcés, ils doivent avoir une diminution de la consommation énergétique de l'ordre de 10% par rapport à la réglementation RE 2020. Et le reste, le dernier point, c'est effectivement lié à l'attribution d'équipements de petite faune. Et du coup, vous aviez aussi mis en place un accompagnement avec votre équipe d'architectes auprès des acquéreurs? Oui, absolument, j'allais y venir. Donc, en fait, effectivement, pour l'attribution de ce permis, on est passé, nous, l'agence Univers qui a élaboré le lotissement. Donc, on a utilisé aussi pour je dirais, l'accord des permis de construire, parce qu'on voulait se faire accompagner pour travailler sur les permis de construire et notamment l'acceptation. Donc, l'agence Univers s'est fait accompagner de l'agence, alors autrefois H3C, maintenant je crois que c'est Impulse, pour effectivement contrôler en fait les prescriptions énergétiques par rapport aux permis de construire pour savoir si elles étaient bien appliquées. Voilà, donc l'accompagnement fait que chaque dossier passe par Univers et l'agence Impulse et ils nous émettent un avis. Et suite à cet avis, ben, on n'accorde ou pas le permis de construire. Voilà. Alors, j'essaie je vais rebondir sur ça. Donc, ça, c'était notre souhait. Et lorsque, Et après, il y lorsque a la vraie vie. Comment Non, ouais, ça se mais passe? voilà, en fait, l'actualité, hein, il y a eu l'actualité. Il faut savoir qu'avant le lotissement, en 2019, début 2020, donc vous vous rappelez 2020, hein, crise Covid,
on était quand même, malgré la crise Covid, donc jeune équipe élue, on était quand même on avait encore des ambitions et puis on voulait vraiment travailler sur ce sujet-là. Et donc on a travaillé aussi sur une politique de prix que je n'ai pas encore dit, qui était par rapport au fait justement de pas faire un lotissement élitiste. Donc on avait souhaité quand même maintenir une politique de prix intéressante en dessous de 200 euros le mètre carré. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une politique où en fait, selon la qualité, alors la qualité, l'exposition, la taille du lot, on a fait des prix différents. Plus un lot est grand et il nous semble le mieux exposé, ou là, il y a une facilité euh, supérieure de faire une maison à l'endroit où vous voulez, plus le prix est cher. Donc ça, c'était notre souhait. Donc là, je reviens sur la crise. La crise, on fait le lotissement, la crise arrive, la crise Covid arrive. Nous, on va quand même dans notre choix et tout va bien. La crise, après arrive la crise je dirais, liée à la guerre en Ukraine. Et c'était juste après qu'on ait lancé la commercialisation. Il faut savoir qu'avant la commercialisation, on avait à peu près 70 personnes sur la liste d'attente. On se dit, oulala, ça va être compliqué, on n'avait jamais eu autant, on avait une grosse demande. Et lorsqu'on a mis les prescriptions en ligne, on est déjà descendu à 46 demandes. Ça veut dire que le fait d'avoir mis en ligne prescription environnementale avec le permis à point, on voit déjà que c'était plus compliqué et que ça a freiné certaines personnes. Depuis la commercialisation, on vous avoue que c'est un peu compliqué parce que la guerre en Ukraine fait que par rapport aux prêts, on a eu beaucoup de refus de prêts et actuellement, sur les 50 lots, on n'en a vendu que 9 après un an et demi. On a 11 promesses enfin, de signatures pour des terrains, mais c'est bien en dessous de ce qu'on souhaitait. Malheureusement, c'est conjectural et c'est lié certainement à la guerre en Ukraine, les prêts qui sont plus faciles, de plus en plus difficiles à être accordés. Et ceci, on le ressent tout autour de la région rennaise. Euh, nous, maintenant, je voulais juste faire un point aussi sur ce qu'on a vu je dirais, dans les quelques lots qu'on a vendus. On était, c'est vrai, surtout sur la diminution de consommation énergétique, donc sur la maison passive. Et force est de constater que tous les permis qu'on a accordés, les gens ont été au plus facile vers le biosourcé. Et parce que je pense que effectivement, au niveau prix, c'est peut-être plus intéressant. C'est un petit peu notre constat, c'est que effectivement, euh, on n'a pas eu beaucoup de projets qui nous paraissaient hyper intéressants au niveau de ce qu'on souhaitait, mais c'est uniquement de la maison biosourcée. Et je serais même assez dur, c'est que dans les maisons biosourcées, on a le minimum et on reste sur quand même de la maison relativement conventionnelle, donc en parpaing. Mais juste avec le minimum qu'il faut au niveau de la laine de bois pour descendre au-dessus des niveaux de matière, je dirais, dite carbonée, pour avoir le niveau biosourcé. Donc, on voit que on n'a pas attiré beaucoup de projets hyper enfin, intéressants par ce qu'on souhaitait. Et bon, ça va peut-être changer, hein, mais voilà, c'est force est de constater que ça va en dessous de nos souhaits. Ouais, ce que vous indiquez, c'est qu'en effet, sur l'attribution des 5 points, dans la grille, il y avait soit la possibilité du coup de recourir à des biosourcés ou de produire des logements passifs et qu'en fait, pour le moment, aucun acquéreur ne s'est saisi de l'option de produire un logement passif et tout le monde s'est plutôt reporté sur l'intégration de matériaux biosourcés et que la teneur fixée peut être atteinte en isolant, l'ensemble du logement en laine de bois et en ajoutant un petit peu de matériaux, notamment pour les parquets en biosourcés. Oui, Hem
Bon, c'est exactement. déjà ça, mais en effet, il y a une petite déception. Et là-dessus, finalement, peut-être votre retour d'expérience, ce que vous m'indiquiez en amont de la visio, c'était que bah, vous auriez peut-être pu monter un peu plus dans le taux de matériaux biosourcés à intégrer pour qu'il y ait un impact direct sur le système constructif. Là, on voit Oui. effectivement hein, à l'image que bon, ça reste des maisons parpaings. Oui. Mm, Ben voilà, vous avez typiquement un exemple. Vous voyez, mm, là, vous me diriez, ben, on est dans un lotissement à haute valeur environnementale. Vous pourriez me dire, ben, ouais, je serais d'accord avec vous. Euh, alors, je dirais même que là, on peut faire en laine de verre. Ah, Il suffit juste de mettre de la laine de bois, en fait, dans les combles. Hein, ainsi, Kevin, si je me trompe, d'après les permis qu'on a vus, la laine de bois dans les combles, et ça suffit à baisser votre niveau. Pour vous dire un petit peu, vous mettez du parquet en bois, c'est considéré comme matériau biosourcé, donc du coup, vous mhm, diminuez mm, l'aspect carbone. mm, Donc, je vous avoue, quand on m'a annoncé ça, j'étais pas forcément hyper content, mais bon, bah, ça fait partie de la réglementation. Donc, si on avait su ça à l'époque, on aurait peut-être mis des valeurs un petit peu plus hautes. Mais malgré tout, ce qu'on souhaitait, c'était pas qu'on rende un projet qui, à nous, élus, nous paraissait intéressant, extrêmement ambitieux, mais on voulait pas aussi que ça soit trop restrictif pour que, il y ait un caractère quand même social intéressant dans ce projet et de ne pas attirer je dirais, que les revenus, les hauts revenus, quoi. C'était notre souhait. Environnemental, oui, mais pas au détriment du caractère social. Ça, c'était mm, très important. mm. Donc, c'est pour ça on n'a pas poussé les curseurs à fond. On aurait pu pousser les curseurs beaucoup plus, mais on était quand même frileux. C'était notre premier projet et bah, ça servait de brouillon hein, pour nous. Maintenant, on n'aurait peut-être pas fait complètement pareil. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure, mais voilà, c'est à peu près l'idée qu'on en a. Donc, le système à moins. J'en ai parlé. Peut-être évoquer l'accompagnement, parce que du coup, pour que les acquéreurs puissent se saisir de cette grille de ce qu'on appelle permis à points, vous avez mis en place effectivement un accompagnement à la fois par l'agence Univers et par le bureau Oui, d'études thermiques. Ils n'ont pas été lâchés dans la nature, entre guillemets, et je pense que c'est une non. des clés quand même de réussite. Oui, Euh, oui. je vous laisse préciser. Oui, alors l'accompagnement se fait, hein, peut-être Lucie, si vous pouvez m'aider là-dessus. Sur l'accompagnement, il se fait d'abord avec le cabinet Univers qui traite le permis. Donc Alors, architecte. Mm. du coup, effectivement, le cabinet Univers, lui, il a une mission un peu globale sur l'intégralité du projet. Donc, il y a deux rendez-vous pour chaque projet. Un premier rendez-vous de validation un peu de l'esquisse et des prescriptions, on va dire, plus architecturales, paysagères, de volumétrie, d'implantation. Et puis, quand cette première phase, elle est, on va dire, déjà passée, du coup, l'acquéreur fait les modifications. Il y a un deuxième échange avec Univers. Et là, du coup, c'est le bureau d'études Impulse qui intervient pour analyser du coup le volet énergétique du projet sur la base donc de cette grille de points. Et donc, avec des allers-retours avec l'acquéreur et le constructeur pour bah, du coup faire évoluer si besoin le projet pour que les prescriptions énergétiques soient respectées. Donc, et une fois, du coup, ce travail-là, l'acquéreur donc, obtient un visa par l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc Univers et Impulse, et avec ce visa, il peut déposer son permis de construire. Voilà. Merci. Et du coup, ça, ce sont bien des missions que la commune de Guichen finance auprès Tout à fait. Bien du sûr. groupement d'études Oui, et qui donc est à votre charge et que vous avez intégré dans votre bilan d'opération et répercuté sur le prix de vente des lots. C'est bien ça? oui, tout à fait. Hmm. Oui. Absolument. Ok. Est-ce que vous savez, grosso modo, à combien ça peut monter ce temps-là parce que c'est quand même, voilà, 50 lots libres avec deux rendez-vous, un visa, etc. C'est un petit montant, j'imagine. On est à peu près sur 300. En tout, avec le visa et d'Impulse et de Univers, on doit être autour de 500 euros par lot. Par lot, ok. Mm. D'accord. Merci. Et il y a aussi, dès qu'il y a des modifications, des permis modificatifs, c'est pareil, ça repasse en visa. Donc effectivement, c'est un budget qui est, voilà, qui est pas négligeable.
mais du coup qui garantit aussi la qualité des projets. Parce que voilà, du coup, Bien sûr. la commune a voulu aussi offrir une qualité paysagère, environnementale du lotissement aux futurs acquéreurs. Et pour que la qualité elle soit présente jusqu'au bout, il faut aussi assurer de la qualité des logements, des constructions, des aménagements de chaque construction. Donc voilà, c'est un choix aussi qui est fait pour aller jusqu'au bout de la démarche. Mhm. Oui, Ok. oui, j'en avais pas parlé. Effectivement, la cohérence architecturale, elle n'a pas été laissée, je dirais, en retrait vis-à-vis de l'environnement. Donc, d'où ce que c'est un tout en fait. Donc, le curseur architectural a quand même a été poussé, notamment au niveau du traitement des clôtures, des limites séparatives avec la voie publique, au niveau du traitement du bâti, des volumes, etc. Donc, le cabinet Univers surveille tout ça, oui. On essaye de travailler par îlot aussi, donc en évitant les mélanges trop de toitures quand on peut. C'est pas toujours facile, mais Mhm. pour éviter, voilà, parce que des différentes toitures peuvent aller les unes à côté des autres, mais pas n'importe quelle manière. J'avais oublié aussi, je m'en excuse, de rappeler que à Guichen, donc on est soumis à une forte densité. On était à 28 logements à l'hectare. On a été en révision de PLU depuis qui a été approuvé au début de l'année. Et là, le curseur a été augmenté. Donc, voilà. Donc, pour une commune rurale comme la nôtre, c'est vrai que 28 logements à l'hectare, ça fait des terrains qui ne sont pas très grands. On a des terrains sur le lotissement Saint-Marc qui vont de 200 à 500. Il y en a deux ou trois, peut-être à 500 mètres carrés. Mais c'est la moyenne, c'est 300, 300, voilà. Donc c'est vrai que ça rend complexe les implantations de maisons et Oui. c'est là que le cabinet architecte travaille très très bien. Oui, pour aussi anticiper effectivement des co-visibilités, des ombres portées, etc. entre Exactement. bâtiments. Mm. Oui, Mm. exactement. Donc ça c'est important parce que on le traitait mal il y a quelques années, mais non, Ouais. c'est mieux faire. Et les implantations de maisons sont très différentes. Mhm. Autrement, on a deux choses, on a hésité. C'est vrai qu'on peut en parler aussi. On avait parlé à un moment du gaz. On s'est posé la question, est-ce qu'on interdit le gaz de ville à l'époque où la RE 2020 parlait peut-être d'interdire complètement les énergies fossiles. Finalement, la RE 2020 ne l'a pas fait. Et donc, on a quand même laissé arriver les réseaux de gaz parce qu'il y avait des collectifs. Et on s'est dit que si on ne Oui. mettait pas de gaz, ça serait du tout électrique. Mm. Donc, on s'est dit, rendre complètement dépendant le lotissement uniquement sur l'électrique, c'était compliqué. Donc, on a laissé le gaz. Je vous avoue que de toute façon, aucune des maisons, pour l'instant, d'après mes souvenirs, n'a pris de gaz. On est surtout sur de la PAC. Hein. C'est assez basique, hein, c'est de la PAC. Alors, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mais on en est là. Donc, effectivement, ça, c'est un critère important quand même. Donc, ce problème d'énergie. Et quelque chose que je voulais dire, mais ça va me revenir tout à l'heure par rapport aux souhaits. Donc, j'ai parlé des 28 logements à l'hectare, donc ça, c'était important. Ça va me revenir. Ok. Est-ce que parmi les participants, ce projet vous évoque des choses par rapport au projet que vous portez dans vos communes ou est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qui vient d'être exposé? C'est l'heure de manger, alors c'est pas facile de parler la bouche pleine. Oui, Anne. Bonjour Anne. Tu peux la poser par oral directement. Ah, il faut que tu ouvres ton micro. Est-ce que je peux le faire pour toi? Pardon, voilà. Non, non, c'est Voilà. bon. J'avais oublié, pardon. Juste pour dire que, à Ardano, donc il y a quelques années, on avait un lotissement, alors beaucoup plus petit, hein, 14 lots, en lot libre aussi. On n'avait pas eu l'idée d'aller aussi loin dans la démarche. Alors chez nous, la pression pour avoir du terrain, elle est beaucoup plus faible, hein, donc on avait un peu peur de perdre, les potentiels acquéreurs. Mais, on était passé juste par un règlement, en fait, pour lequel d'ailleurs Bruden nous avait accompagnés, dans l'écriture. Surtout concernant les clôtures, en fait. Et puis les plantations le long des clôtures, selon que c'était une limite séparative avec le voisin ou avec la voie publique, ou etc. Et
Eh ben, on se rend compte quelques années après, donc une fois que le lotissement est complètement habité, planté, etc., que c'est très difficile de faire respecter ce règlement. C'est-à-dire que dans les petites communes, on n'a pas d'agent pour aller faire le gendarme. Et ben, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs habitants qui n'ont pas du tout respecté le cahier des charges et c'est difficile de se bagarrer a posteriori, quoi. Donc je ne sais pas comment vous avez pu. Enfin, je pense que le permis à points, c'est aussi un moment où c'est Alors, plus facile de sensibiliser les acquéreurs. Enfin, donc voilà, je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Ouais. nous, on a une petite astuce, c'est qu'on demande une caution. C'est ça, hein, aussi, de à peu près 1000, alors, je réfléchis, 2500 euros qu'on restitue une fois que la conformité est mise, est donnée. Donc la conformité, ben, vous ne la donnez qu'effectivement que si ben, au niveau des clôtures, c'est respecté. Donc ça peut paraître une somme importante, mais elle est pas trop importante pour quand même pas pénaliser le projet et suffisamment dissuasive pour que la personne se dise, bah, c'est pas grave, je perds mes 2500 euros et je fais les clôtures que je veux ou des murs de parpaing de 2 mètres. Donc ça marche plutôt, alors, ça marche plutôt bien. C'est pas parfait. On a exactement comme vous des problèmes pour faire effectivement appliquer les lois vis-à-vis des clôtures, parce que effectivement, dans un premier temps, souvent on y arrive. Mais vous savez bien que quand le règlement du lotissement disparaît, qu'est-ce qui se passe de 10 ans après? Ben, les Mhm. gens, ils enlèvent toutes les haies qu'ils ont mises et ils vous mettent des murs de parpaing. Et ça, bon, ça, je pense que c'est commun à toutes les communes. Nous, au-delà du lotissement Saint-Marc, je déborde un peu, mais on a essayé au niveau de la commune de traiter ce niveau de clôture on était très, très sévère. On s'est un petit peu réassoupli avec le dernier PLU. Malgré tout, ce qu'on souhaite, c'est quand même qu'on ait des clôtures qui soient végétales et non minérales. Mais force est de constater que les gens, en fait, ce qui se passe, mais ça, c'est pas conjecturel, mais c'est en fait, on voit bien que les gens, en fait, quand ils sont jeunes, ils sont encore d'accord avec vous. Plus les gens vieillissent, plus ils veulent des murs. Et ça, je pense que c'est partout dans nos communes. Mais c'est pas simple. Mais voilà, donc on a la caution a permis effectivement de contrôler un petit peu plus ces débordements. Parce que généralement, on disait quand même les gens, ils y tiennent à leur conformité. Il y a Mm. des gens, voilà, parce que généralement, pour une revente de biens, ne pas avoir la conformité, c'est compliqué. Mm. Et c'est comme ça qu'on a réussi à peu près, voilà. Euh, je Peut-être re- peut-être pour compléter aussi, il y a ce qu'on ne faisait pas avant dans les précédents lotissements. Alors, on l'a fait dans le lotissement d'avant. Il y a un temps très important qui est passé lors de la réservation des lots. Du coup, on passe quasiment 2 heures avec le futur acquéreur. Voilà, du coup, c'est Kevin qui, à côté, voilà, qui passe beaucoup ce temps-là pour leur expliquer toute la philosophie du lotissement, leur expliquer pourquoi c'est fait comme ça, hein, du coup, l'objectif qui est recherché dans le lotissement et donc toutes les règles qui vont contraindre un peu, ou en tout cas les exigences qu'on attend sur leur lot. Et donc, on incite beaucoup sur l'aménagement extérieur de leur terrain. Parce qu'ils ont en mémoire, enfin, ils arrivent avec leur projet de construction, mais ils ne réfléchissent pas forcément déjà à ce stade à l'aménagement paysager. Donc, du coup, il y a un travail important avec eux de leur expliquer que ça, que c'est à anticiper dès le début, que ça soit une anticipation déjà sur, voilà, par rapport aux règles qu'on va leur demander et aussi financièrement. Et ça, du coup, ça joue quand même sur derrière la réalisation. On sent que, voilà, du coup, ça chemine quand même. Et aussi avec les constructeurs. Du coup, on fait un énorme Ah, rappel aux constructeurs par rapport à ça. Donc ça, plus la caution de conformité, on sent que du coup, ça change un peu les choses. En effet, on voit bien que c'est toujours la difficulté entre améliorer la qualité des logements et préserver une accessibilité et une attractivité, en particulier effectivement avec le retournement du marché immobilier tel qu'on le connaît depuis 1 an et demi à 2 ans. D'autres communes du réseau, dont vous vous êtes inspiré d'ailleurs à Guichen, ont travaillé sur des logiques de commercialisation à points, comme c'est le cas chez vous. Et certaines ont aussi fait un effet levier sur le prix de vente du terrain,
Alors, sachant que ça pose beaucoup de questions juridiques et que du coup, c'est plus la commune qui commercialise en direct, mais elle doit s'appuyer sur une société publique locale. C'est notamment le cas de la commune de Laméogon du côté de Saint-Brieuc, qui du coup confie à la SPL la commercialisation des logements. Et une fois qu'il y a la conformité à une grille assez exigeante pour le coup, et notamment avec des enjeux de logement passif, etc., ils vont reverser une partie du prix d'achat aux acquéreurs. Donc c'est un montage un peu complexe. Et ceci dit, à ce jour, les premiers retours qu'on a sur la Méogon sont un peu les mêmes que chez vous. C'est-à-dire que finalement, l'effet levier du montant reversé, il est un peu limite. C'est-à-dire que bah, forcément, il faut derrière que les opérations, elles s'équilibrent. Ah Et oui, donc, initialement, on devait pouvoir reverser jusqu'à 15 000 euros par acquéreur. Et là, il y a un vrai effet levier qui peut venir ah oui. compenser notamment le fait de produire un logement passif. Et au final, on est plus de 6 à 8 000 euros. Et là, en fait, les acquéreurs n'y vont pas en disant, bah, ça vaut pas le coup. Donc, on voit bien qu'on a quand même encore à sensibiliser. Et c'est toujours cet équilibre entre, d'un côté, bah, vendre quand même, parce que vous devez équilibrer votre opération. Et de l'autre côté, essayer de maintenir une qualité et une sobriété aussi des logements. Je passe la parole du coup à Nathan Satrin, qui attend depuis quelques minutes. Je vous en prie. Bon, bonjour à toutes et tous, je suis Nathan Bonjour. Satrin, je fais de la Fédération bretonne des filles à biosources et c'est Mickaël Laurent de Brudette qui m'a proposé de participer aujourd'hui. Tout d'abord, Bienvenue. bravo, hein, c'est une super initiative, ce permis à point. Alors finalement, les deux questions que j'avais posées, elles viennent d'y être répondues en partie, parce que j'avais une question sur la sensibilisation justement des futurs acquéreurs, mais vous y avez répondu en expliquant que ça avait été prévu. Et je pense qu'en effet, c'est important de les sensibiliser au sujet, de leur expliquer un peu qu'est-ce qui existe pour leur faciliter la vie. Et j'avais une autre question qui était sur la question de la modularité du foncier, modularité des coûts de foncier. Est-ce que ça avait été envisagé? Parce que là, ça peut être un moyen de convaincre finalement d'avoir du foncier moins cher si on est plus ambitieux d'un point de vue environnemental. Et pour des futurs projets, donc du coup, je ne pose pas ces deux questions-là comme elles ont été répondues. Ce que je voyais à regarder pour peut-être des pistes d'amélioration, c'est peut-être le sujet d'être plus prescriptif sur le système constructif. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec sur des systèmes constructifs type ossature bois, sur de la maison individuelle, on n'a plus des écarts de prix. On a toujours un écart de prix, hein, on est autour de 10-15%, donc on est moins. Donc on peut se permettre un petit peu plus prescriptif aujourd'hui sur la maison ossature bois, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui s'y mettent. Donc on commence à avoir un marché qui a bien grossi. Et peut-être s'appuyer sur les niveaux RE 2020 en disant bah, maintenant c'est du niveau, pour vous simplifier la vie aussi, c'est dire RE 2028 ou RE 2031 pour pas avoir forcément à faire tous les calculs de votre côté qui peuvent être facilitants. Et un dernier petit point qui était sur le passif, où je dis, enfin, on essaie d'être prudent sur le passif, où c'est super des maisons passives, mais quand on construit du neuf, bon, finalement, l'impact carbone du bâtiment, il est à plus de 60-70% maintenant généré par l'impact de la construction, des matériaux de construction. Et construire seulement passif, potentiellement, c'est avoir un impact carbone très... Finalement, l'énergie est très décarbonée en France aujourd'hui, si on exclut les chaudières gaz. Donc, construire passif, c'est pas forcément décarboné, alors que construire passif et biosourcé, c'est fantastique. Voilà, j'ai Euh, Merci petite Nathan. intervention, je vous en prie. je Vous voudrais voulez juste, réagir peut-être, Monsieur oui, Salin? oui, je voudrais juste répondre. Effectivement, on parle de pédagogie au niveau je dirais des pétitionnaires, mais je pense aussi que ce qu'il faudrait, c'est faire de la pédagogie auprès de constructeurs. Je m'explique. En fait, quand on voit les plans des maisons qui sont donnés, ce sont des maisons toujours standards, 4 personnes, 120 mètres carrés, entre 110 et 120 mètres carrés, des maisons qui sont en fait les mêmes plans, la même superficie qu'il y a 30-40 ans. Les maisons, les gens, ils viennent voir des constructeurs, je veux une maison pour 4 personnes, j'ai 2 enfants. Oui, monsieur, bah, il vous faut 120 mètres carrés, 4 chambres. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que les gens nous disent, bah voilà, j'ai un chiffrage d'un constructeur, que si je veux une maison de 120 mètres carrés qui respecte vos prescriptions, ça va me coûter tant de centaines de milliers d'euros. J'aurais tendance à leur dire, et c'est ce qu'on voit quand on voit les maisons passives, c'est de dire, bah, faites une maison plus petite, vraiment optimisée, et ne construisez que le juste nécessaire. Vous allez réduire la superficie de votre maison et vous allez gagner ces dizaines de milliers d'euros pour améliorer le confort de la maison, peut-être pas aller jusqu'au niveau passif,
mais réduire complètement réduire complètement je dirais, les matériaux non biosourcés et augmenter les capacités énergétiques. Et ça, je pense que les constructeurs, chez nous, ne jouent pas le jeu. Alors, c'est peut-être issu que nos constructeurs locaux, on n'a pas forcément, je dirais, un panel, et on en a quelques-uns de constructeurs dits écologiques, mais les constructeurs standards qu'on voit, ceux qui ont vraiment pignon sur rue à Guichen, continuent à proposer toujours les mêmes types de maisons, et c'est ça qui est enquiquinant. Et je pense que s'il y avait de la pédagogie envers les constructeurs aussi, on arriverait à faire convaincre aux pétitionnaires qu'on peut avoir peut-être une maison que de 110 mètres carrés pour 5 habitants, pour 5 personnes, mais aussi efficace qu'une maison qui fait 120, 130 mètres carrés. Mais malheureusement, quand on voit les permis de construire qu'on signe actuellement, c'est toujours les mêmes maisons. Et c'est ça peut-être le reproche que je ferai. Et juste pour finir sur le passif, alors c'est vrai qu'on dit maison passive, mais passif, c'est un label, mais c'est pas que. On peut tendre vers le passif sans forcément avoir le stample passif. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est un mix des deux, quoi. Biosourcer le plus possible quand on peut et en même temps tendre vers des maisons passives sans forcément atteindre le label qui c'est vrai, peut coûter un petit peu cher parce qu'il y a quand Bien même sûr. des exigences qui sont pas à la portée de tout le monde. Comme je vois, comme les baies vitrées, triple vitrage, etc. Tout le monde ne peut pas s'offrir ça, effectivement. En effet, sur les constructeurs, on voit que du côté de Guichen, certains ont joué le jeu et ont quand même fait évoluer leurs pratiques ou moduler leurs propositions selon votre cahier des charges, quand d'autres restent un petit peu sur des propositions conventionnelles. C'est là aussi tout l'intérêt de l'effet levier de la commande publique sur les filières. Et là, on voit bien qu'il y a un sujet dont les collectivités peuvent se saisir pour à la fois faire évoluer les concepteurs, les maîtres d'œuvre, les constructeurs de maisons individuelles et les entreprises in fine. Donc là, il y a un vrai sujet dans un contexte qui, en effet, n'est pas évident. Ouais, vrai sujet. Un sujet. Monsieur Brault, qui est élu à Combry de Sainte-Marine, en Sud-Finistère, vous souhaitiez intervenir? Alors, il faut juste que vous allumiez votre micro. Est-ce qu'on va vous entendre? Exact. Voilà. J'avais le clic dessus, mais je l'ai. Bonjour et merci. Bonjour. J'avais deux questions. Est-ce que vous avez un ordre d'idée pour l'écart, le supplément de coût d'une maison passive, d'une part, d'une maison biosourcée, d'autre part? Et deuxième question, est-ce que vous aviez envisagé des constructions en hauteur, R+1, éventuellement R+2? Alors, alors le lotissement, c'est vrai que là, on n'a parlé que des lots libres, mais effectivement, dans le lotissement, il n'y a pas que des lots libres. On a aussi deux collectifs et de la maison intermédiaire. Mais effectivement, on a deux lots collectifs et là, effectivement, on est à R+2 ou deux plus comble. Et effectivement, là, dont un d'ailleurs avec des grosses prescriptions énergétiques. Voilà. Donc ça, c'était, oui, on a parlé des lots libres, mais voilà. En plus de ça, dans ce lotissement, on n'en a pas parlé, mais je vais en parler maintenant, on avait aussi pensé à de l'habitat participatif. On a travaillé d'ailleurs avec le cabinet Époque là-dessus. Et finalement, on est tombé sur un modèle qui est en cours de réalisation, enfin, en cours de finalisation, mais ce n'est pas encore fait. C'est de dire comment fait-on pour faire un projet d'habitat participatif dans ce lotissement. On trouvait sur un noyau dur qui était partant pour construire des maisons autour d'un projet participatif. On n'en a pas trouvé. Et donc, l'idée, c'était de dire, on part avec un aménageur et on lui donne un lot, un collectif, avec aussi des terrains à côté pour construire des maisons et avec un espace partagé dans le collectif qui serait utilisé par les gens de l'habitat participatif. Donc ça, c'était l'idée. Après, on s'était dit aussi, ben, on va pousser les curseurs jusqu'à dire l'habitat participatif sera aussi de l'habitat réversible. Donc, sans Euh, fondation, autrement appelé de l'habitat léger. Exactement. Malheureusement, ben, force est de constater que ben, on n'a pas encore réussi, l'aménageur ne retombe pas sur ses billes et on n'arrive pas à trouver un modèle économique où on arrive à faire de l'habitat réversible parce que du coup, on serait passé sur du locatif
Parce que le problème de l'habitat participatif, c'est que il faut trouver des gens qui vont jusqu'au bout du projet. Donc là, avec le locatif, le problème, c'est que vous pouvez avoir des gens qui sont au début du projet, mais ce ne sont pas des locatifs. Ce ne sont pas ceux qui vont louer, parce qu'on est parti sur du locatif social. Donc, on a voulu faire quelque chose qu'on nous a proposé avec Epoch, mais ce n'est pas si simple à mettre en œuvre. Hmm. Voilà. Mais c'est en cours. C'est en cours. On Mm. cherche un modèle avec l'aide de notre aménageur, qui permette qu'il puisse fonctionner. On avait 5 silos, c'est ça? Oui, un minimum. Ouais, un minimum de 5 silos. Voilà. Mais on y croit toujours. Donc, Mais en effet, là, c'est un projet porté par un bailleur social, hein, qui est le Oui. bailleur social d'Ille-et-Vilaine, Néotoa, avec d'un côté un petit collectif et en face, a priori, et si vous y arrivez, on est en train d'échanger aussi sur les constructeurs pour intégrer, par exemple, des tiny houses pour des personnes en alternance sur le territoire, etc. Et du coup, sur ces logements sociaux, vous avez aussi des ambitions de performance qui, là, ne passent pas par le permis à points comme pour les lots libres, mais qui sont plutôt des exigences posées au cahier des charges. Oui. Si je ne me trompe pas, sur les logements portés par Néotoa, vous êtes sur une obligation de production de chauffage à partir d'énergie renouvelable. Oui. C'est bien ça? Vous savez sur quel type d'énergie vous allez partir du coup? Comment ça va se mettre en œuvre ou c'est encore un peu tôt? On est en phase esquisse? Alors, c'est encore en cours de réflexion là, Ouais. justement par le bailleur. Et on n'est pas D'accord. assez avancé là sur ce volet-là. Ok, ok. Mm. Et par ailleurs, vous aurez d'autres lots collectifs pour certains en accession libre et sociale confiés à la CECIB, avec là un objectif de label biosourcé niveau 2. Oui. C'est bien ça. Et donc là, du biosourcé sur des logements, enfin sur un bâtiment qui serait en R+2 de mémoire, hein. Donc effectivement, c'est d'autres enjeux techniques en termes de conception. Mm. Et puis un dernier projet de maison groupée Oui. porté par là aussi un bailleur social, donc en accession et en locatif, donc porté par Espacil avec là aussi un objectif de label biosourcé niveau 2. Oui. Et passif. Il y a deux îlots de 6 maisons. Donc, un îlot qui doit répondre au label biosourcé et un autre qui doit répondre du coup à un niveau passif plus élevé. Oui, ce ne Ok. sera pas du passif, oui, il n'y aura pas de label passif, mais il y aura, voilà, Oui. il sera, le curseur passif sera assez important. Donc là, Donc, ça des vient d'être un peu mieux parti. Sur l'estimation des suppléments de coûts, vous avez une idée? D'une part pour le biosourcé, d'autre part pour le passif? Ce que je vous disais, c'est que alors, l'estimation de coût pour le biosourcé, comme je vous disais tout à l'heure dans le début de mon intervention, c'est que, en fait, le biosourcé qu'on a mis fait que c'est pas tellement plus coûteux qu'une maison conventionnelle. D'accord. Je vous ai dit, en gros, vous prenez une maison conventionnelle, vous changez l'isolation des combles par de la laine de bois, et vous mettez du parquet, et en gros, vous avez votre maison biosourcée. Donc, je dirais que le coût, il est pas énorme. La maison passive, on n'a pas vraiment de coût. On entend toujours des chiffres d'à peu près 3 000 euros du mètre carré de maison passive construite, mais c'est pareil, ça reste des chiffres à la va-vite. Voilà, je ne peux pas trop vous dire. Je pense qu'en fait, ça dépend du niveau, si vous voulez atteindre le label passif ou si vous voulez tendre vers le maximum de passif. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Nathan, vous vouliez peut-être juste compléter en tant que Oui, simplement sur professionnel du biosourcé? Oui, c'est ça. Je peux vous donner des petites billes sur la question du coût sur les biosourcés, comme le disait Monsieur le maire sur le sujet. Si vous restez sur du niveau biosourcé qui vous permet simplement de substituer des isolants conventionnels, donc minéraux, ou pétrosourcés type polystyrène, laine de verre, laine de roche, par des isolants biosourcés, vous n'allez pas forcément avoir de surcoût sur votre projet. C'est très peu, c'est assez peu visible aujourd'hui. Par exemple, sur de la ouate de cellulose en comble perdu, on est même moins cher que de la laine de verre. Donc, si on parle que d'isolants et qu'on reste sur des isolants industriels, mais biosourcés, vous n'allez pas avoir de différence de coût gigantesque. Là, vous allez commencer à avoir des différences de coût, c'est si vous changez le mode constructif sur la structure et que vous allez chercher du bois. Et là, en effet, ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut être à 15% supplémentaire, le fait de passer en bois en restant sur des isolants conventionnels. Et là où on va passer encore une marche supérieure, c'est si on quitte le monde des isolants
manufacturé industriel et qu'on arrive sur les isolants type bottes de paille, béton de chanvre, etc., où là, on augmente beaucoup en qualité de logement, mais du coup, on n'achète plus Enfin, c'est difficile de comparer ça avec une maison conventionnelle qui serait en parpaing laine de verre, parce qu'on ne parle plus du tout de la même qualité de logement en termes d'isolation, de confort d'été, etc. Donc, c'est plus vraiment, c'est plus cher, mais on n'achète pas du tout la même chose. Sachant que quand on est sur des isolants non conventionnels et non industriels, on a aussi souvent des parts d'autoconstruction qui peuvent venir aider à la Oui. mise en œuvre, y compris parfois sur des bâtiments publics, hein. Mais a fortiori sur de l'autoconstruction qui peut être accompagnée. Certaines communes du réseau sur des logements ont proposé de l'autoconstruction accompagnée pour pouvoir baisser ses coûts de construction et avoir des bâtiments isolés en paille ou en ossature bois. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être juste une pour peut-être pour conclure. Vous évoquiez en début d'intervention votre souhait de vous adresser à des ménages modestes, ou en tout cas d'avoir une forme d'accessibilité assez large des logements qui sont proposés. Qu'est-ce que vous constatez sur les premières lots qui sont vendus ou en promesse de vente en termes de public ciblé? Et est-ce que pour vous, le public qui finalement s'est porté acquéreur a été influencé par la logique de permis à points ou plutôt par les difficultés actuelles du marché immobilier plus globalement, quoi? Je dirais, je pense que le public qu'on a, parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé aussi, mais au-delà du permis à points, comme on voulait un caractère social pour ce lotissement-là, on avait fait aussi plusieurs listes. On avait fait une liste avec des priorités. On avait fait une première liste, on ne souhaitait avoir, à l'époque, on avait une grosse liste d'attente, que les primo-accédants, Guichenet. Après, on s'était dit, ben, une fois, on étendra pour aller jusqu'à en fait tout public. Pareil, force est de constater que la commercialisation n'a vraiment démarré que lorsque on a ouvert à tout public. On n'a pas forcément eu beaucoup de primo-accédants, même quasiment aucun. Ouais. Et qu'on n'a pas le public Guichenet, c'est pas forcément lui qui a répondu. Je vous dis, je pense qu'en fait, on n'a pas de regret sur ce qu'on a fait. On a manqué de chance avec la conjoncture. Mmh. Mmh. Je pense honnêtement que si on avait une conjoncture favorable, en tout cas dite normale de celle qu'on avait il y a encore 7-8 ans, on aurait eu, je pense, complètement un public différent. Mmh. Parce qu'effectivement, je pense que c'était la première fois qu'on faisait aussi de cibler un tel ou tel public. Bah, ça n'a pas marché. Et aussi avec ces critères environnementaux, ce permis à point. Mais on ne regrette pas, mais voilà, c'est vrai qu'on a du mal du coup, je dirais, à avoir je dirais, à obtenir les bons résultats, les bons indicateurs pour savoir si on s'est trompé ou pas. J'avoue que on est forcément déçu, mais c'est lié à la conjoncture. Et quand on voit ce qui se passe autour de nous, on voit que c'est global, non pas seulement à ce genre de type de lotissement, mais même à tout type de construction, où on voit même que les bailleurs sociaux, les constructeurs privés de collectifs sont en ce moment, en tout cas sur la région rennaise, sont vraiment dans le dur. C'est Dans ce le que dur. j'allais vous répondre. En effet, Voilà. là, vous arrivez à maintenir des exigences, en tout cas pour le moment, auprès des bailleurs, dont vous n'avez pas à rougir, parce qu'en effet, ils sont quand même dans une situation économique compliquée. Oui. Donc, réussir à maintenir cet enjeu-là, c'est quand même important. Et puis, malgré tout, la commercialisation se fait, mais en effet, on voit bien qu'il y a vraiment des difficultés d'attribution de prêts. On voit néanmoins que les taux commencent un peu à redescendre, un tout petit peu plus vite que prévu. Donc, j'espère que ça pourra aider votre commercialisation. Peut-être pour conclure, si vous aviez un conseil à donner aux élus qui sont autour de l'écran pour mener à bien une démarche similaire à la vôtre, ce serait lequel? Ben, je dirais qu'il faut, en fait, si c'était à refaire, on le referait, malgré tout. Je pense que c'est un beau projet en plus, qui a réuni beaucoup d'envie de la part des élus, des agents aussi. Je pense que c'était un projet innovant pour tout le monde. On a travaillé avec des cabinets qui sont vraiment motivés, que ce
avec Brunel, avec Époque pour l'habitat participatif, et on sent qu'il y a un engouement énorme pour ce type de construction et en fait, il y a un enjeu énorme climatique qui fait qu'il faut qu'on y aille de qu'on y aille de toute façon et qu'il faut quand même être, je dirais, faire face au pragmatisme, je dirais, qu'il y a malheureusement vis-à-vis de l'aspect économique. Mais nous, en tout cas, dans notre philosophie, on regrette rien et j'invite vraiment les communes à lancer ce genre de projet parce que de toute façon, face aux défis qu'on va avoir dans les années futures vis-à-vis du réchauffement climatique et même au-delà de la loi ZAN, etc., de toutes les lois qui sont nécessaires pour réduire la consommation de terres foncières, il faut y aller. On a vraiment le choix, et quitte à ce que ça heurte effectivement certains habitants, mais il faut qu'on y aille parce que on est au bord du gouffre. Voilà. Merci pour cette conclusion à la fois alarmiste, mais avec plein de leviers pour pouvoir Je suis désolé. répondre aux enjeux qui sont les nôtres et qui Non, sont non, mais collectifs. oui. C'est des vrais sujets, hein. À la fois, on voit bien qu'on est à la croisée des sujets sociaux qui sont quand même très montants actuellement en milieu urbain et en milieu rural et périurbain. Et puis par ailleurs, des enjeux écologiques qu'il faut absolument pas mettre sous le tapis dans ces périodes un peu chahutées. Merci à Guichin pour ce témoignage. Merci aux participants. On vous invite juste à donner votre avis sur cette visio flash via le petit lien qui va être mis par ma collègue Cécile. Merci à toi Cécile dans le chat. Et puis, juste pour vous dire que vous pouvez découvrir pas mal de retours d'expérience sur ce sujet dans notre site internet, dans la thématique aménagement, urbanisme et habitat, dans laquelle vous verrez que vous aurez une sous-thématique écoquartier et lotissement. Et puis par ailleurs, vous dire qu'on organisera en novembre prochain des rencontres locales destinées aux élus adhérents au réseau sur cette thématique des logements accessibles et de qualité pour tous et comment les collectivités s'y prennent pour faire venir des bailleurs, pour réguler les meublés de tourisme, etc., etc. Tous ces sujets qui vous concernent sur tous les territoires. Et puis, on aura par ailleurs la dernière visio flash de cette saison, jeudi 25 avril, dans 2 semaines, sur la façon dont les collectivités peuvent s'adapter aux périodes de sécheresse. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre. C'est le même lien de connexion qu'aujourd'hui. Merci à tous Merci et à bon vous. après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.